Alors, si on regarde sur le crypto bubble, bon, petit rebond technique aujourd'hui sur la plupart des alts. Alors là, tout confondu, d'accord, hein. Que ce soit des layer 1, que ce soit sur la partie RWA, que ce soit des layer 2, que ce soit sur la partie Deepine, DeFi, intelligence artificielle ou ce que vous voulez. Bon, il y a un peu tout qui a augmenté là sur les dernières 24 heures. Sur la semaine, on est toujours largement dans le rouge sur pas mal de projets, à part quelques-uns, d'accord. Par exemple, ADA, on va en parler, XRP, on va en parler aussi, avec les réserves stratégiques aux États-Unis. Mais globalement, on reste toujours très, très dans le rouge, hein, sur les alts. Et pareil sur le mois, hein, bon, augmentation sur certains projets spécifiques, mais globalement, bon, toujours très largement dans le rouge. Sur l'année, par contre, il y en a quand même qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors, il y a eu le XRP, il y a eu BGB, il y a eu OM aussi vraiment pas mal. Il y a eu Monero aussi, mine de rien, beaucoup de personnes pensaient que le delisting des coins anonymes sur les plateformes d'échange centralisées, ça pouvait être mauvais. Et au final, en soi, bah, quand on est sur des projets aussi résilients et aussi intéressants que Monero d'un point de vue fondamental, bah, voilà, on a une vraie résilience de ce projet. Mais globalement, voilà, sur l'année, on est quand même pas mal dans le vert. Alors, je crois que sur Crypto Bubble, si je ne me trompe pas, ça prend que sur l'année en cours. Je ne suis pas sûr que ça prend sur un an, c'est-à-dire 365 jours. Confirmez-moi si c'est vrai ou non, parce qu'il y a beaucoup de projets, notamment des alts, qui étaient très largement aussi dans le positif, que je vois plus maintenant. Et du coup, je pense que ça prend juste l'année en cours. Voilà, je ne suis pas certain des datas. Mais globalement, il y a quand même énormément de projets qui étaient dans le positif, même après la baisse et ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc évidemment, ça reste toujours une correction importante parce que la dominance du Bitcoin est élevée. Donc les alts ont énormément dérouillé, y compris aussi l'Ether, hein. On y reviendra un peu après. Mais il y en a encore beaucoup qui sont bien au-dessus de leur précédent plus bas. Si on regarde au niveau des ETF, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Au niveau des ETF, là, je suis sur les ETF Ethereum. On voit que sur les derniers jours, quand même, entre le 20 février et puis le 3 mars, notamment sur Ethereum, on a eu que des sorties de capitaux sur Ether. Il y a eu un moment donné, on avait eu quelques rentrées sur le mois de février, mais bon, on était quand même assez dans le rouge, quand même, en termes de sortie d'ETF. Là, dernièrement, le 4 mars, on commence à retourner un peu dans le vert, mais on est en dessous des inflows qu'on avait pu connaître sur l'Ether il y a quelques semaines auparavant. Sur Bitcoin, si on jette un petit coup d'œil, hop, on va regarder, mais on est à peu près la même vision, hein, entre le 18 février et puis le 27 février, même plus, hein, jusqu'au 4 mars. Hein. À part le 28 février, bah, en fait, on a eu pas mal de sorties d'argent. Je vous rappelle que ce qui est ici, c'est en millions, d'accord. Là, ça veut dire presque 365 millions de dollars de Bitcoin qui sont sortis en sortie nette d'ETF le 20 février. Là, le 25 février, c'est plus d'un milliard, 1,1 milliard quand même de sorties, etc., etc. Bon, par rapport aux rentrées d'argent qu'on avait eues dernièrement sur le marché, c'est normal qu'il y ait quand même des prises de profit, mais on voit qu'on n'est pas dans une dynamique pour l'instant d'accumulation importante de la part des institutionnels, alors que ce soit chez BlackRock, Fidelity ou ce que vous voulez, mais que ce soit chez Bitcoin ou chez Ethereum. Hein. Sur plusieurs mois, évidemment, on est sur une accumulation importante, mais là, sur quelques jours, quelques semaines, il y a des prises de profit qui sont effectuées. Pourquoi je vous parle de ça sur le court terme? Parce que si on prend du recul et qu'on regarde sur le long terme, sur les 3 derniers mois, BlackRock a augmenté ses parts d'achat sur l'Ether de 126. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que là, en fait, malheureusement, sur cette image et sur ces impressions écran, on voit que sur quelques jours, quelques semaines, mais si vous prenez du recul en fait sur plusieurs mois, vous voyez qu'en fait, sur le long terme, il y a une vraie accumulation qui se fait de la part des instituts. Là, pour l'instant, on n'est pas sur une dynamique de continuation d'accumulation. Je pense qu'on est encore sur une prise de profit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Il y en a beaucoup qui sont placés sur les ETF. Je crois que les ETF, quand ils se sont lancés, on était à entre 50 et 60 000 dollars, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc, bah, forcément, quand on est monté à plus de 100 000, il y en a beaucoup qui sont juste en finance traditionnelle et de faire du 10% annualisé, c'est déjà pas mal. Pour eux, c'est déjà des très bons rendements. Quand tu commences à faire bien plus que ça en si peu de temps, bah, évidemment, à un moment donné, tu commences à prendre des profits et c'est plutôt sain. D'accord. Mais pour moi, tout ça fait que ça ne renverse absolument pas la dynamique long terme qu'on a sur le marché crypto. Et je reste intimement convaincu que le bull run n'est pas terminé. Je vais vous présenter aussi l'analyse technique pour vous montrer où est-ce qu'on se situe aujourd'hui parce que ça a pas mal évolué. Et après, on rentrera sur le sujet du jour avec ce qu'a annoncé Trump, qui est quand même
assez incroyable en soi. Si on regarde au niveau du sentiment de marché, même si c'est pas l'indicateur que je préfère, le Fear and Greed Index, ça permet vraiment de se situer un peu, d'accord? Il y a eu un moment donné, on était descendu à peu près à 10. Alors c'était il y a quelques jours en arrière avant qu'il y ait l'annonce de Trump, on était descendu jusqu'à 10. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on était avec la chute de FTX, on était descendu à 14, sur le Fear and Greed, d'accord? Avec chute de FTX, chute de Luna, tout ce qui s'ensuit. Là, on était, enfin, pardon, avec la chute de FTX et de Luna, on était à 14, pardon, et là, on est descendu jusqu'à 10. D'accord. Donc, en deçà, quand même, du support moyen et du sentiment de marché moyen de ce qu'on avait pu connaître sur des périodes, quand même, qui étaient relativement compliquées. Donc, là, on est toujours dans l'extrême fear. Malgré ça, le Bitcoin est toujours à 85 000. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que c'est bon, en fait, on a rincé tout ce qu'on pouvait rincer et on est reparti sur une tendance haussière. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de support et il est possible qu'on vienne chercher plus bas avec une dominance qui évolue encore à la hausse pour le Bitcoin. Vous allez voir, je vous partagerai après ma vision par la suite là-dessus. Mais très souvent, quand vous achetez en fait l'extrême fear, parce qu'il y a quelques mois en arrière, il y a un mois et demi en arrière, on était en extrême grid quand même. Hein, ça qui est fou. Hein. Ce qu'on vous disait aussi avec Mickaël, c'est qu'on est toujours sur un pendule en crypto. On passe toujours de l'extrême grid à l'extrême fear. Et à chaque fois bah, que vous êtes sur l'extrême grid et que vous arriviez, même si vous regardez juste cet indicateur, hein, vous vendez l'extrême grid, vous achetez l'extrême fear, en général, ça se passe très bien pour vous. Évidemment, il ne faut pas faire que ça. Évidemment, il y a plein d'autres indicateurs à suivre. Mais c'est un indicateur qui est quand même super intéressant parce que ça permet vraiment d'estimer le sentiment global de marché. Et quand vous analysez ce qui se passe d'un point de vue on-chain, vous vous rendez compte qu'en fait, la majorité aujourd'hui des participants qui vendent sont les retail, d'accord, qui vendent à perte. Et ceux qui soit prennent des profits, soit continuent d'accumuler, bah, c'est les gros. Alors, il n'y a jamais eu autant de très, très gros porteurs d'Ether et de Bitcoin. Et on voit même les instits, hein, malgré ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les ETF, sur plusieurs mois, en fait, ils n'arrêtent pas d'accumuler. Ils n'arrêtent pas d'accumuler. Pour BlackRock, c'est ouais, plus de 126% de leur position d'Ether sur 3 mois. Enfin, c'est énorme. Voilà, donc il y a toujours une continuation d'accumulation. Donc forcément, il y a plein de news qui sortent dans ce sens-là en disant il y a un effondrement du marché crypto, l'indice Fear and Greed plonge sous un niveau alarmant, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Et bien là où ça fait peur à beaucoup de gens, bah, ça peut être l'opportunité pour d'autres. Et moi, dans des périodes comme ça, évidemment, je continue d'accumuler. Au niveau de l'analyse technique, on va rentrer sur l'analyse technique assez rapidement parce que je vous avais déjà présenté ça à de très nombreuses reprises et ça fera suite en fait aux précédentes analyses que j'avais déjà effectuées sur la chaîne et que vous retrouverez dans la playlist live, hein, qui sont toujours d'actualité. On en a fait une vendredi avec Théo. En général, je fais deux lives par semaine, un le mercredi et un le vendredi. Vous retrouverez le live de vendredi dans la playlist live et puis celui de mercredi aussi où ça vous permettra de compléter pour quelques infos que je vais peut-être pas prendre le temps de représenter ici, mais au moins vous aurez une vision un petit peu plus claire. Donc là, je vous ai mis le market cap, la dominance du Bitcoin en pourcentage en mensuel, d'accord. Et donc, ce que je vous avais retracé, c'était parce que je vous avais tracé différents niveaux techniques, notamment avec les retracements de Fibo, d'accord. Et ce que je vous disais, c'est que le scénario le plus probable pour moi, au vu de la dynamique dans laquelle on s'inscrit, alors on était dans un canal haussier depuis un certain temps, on a été sorti, ensuite on est venu le réintégrer. Alors là, c'est en mensuel, mais on peut même se mettre en hebdo. Hein. Voilà, je vais me mettre en hebdo. Hop, tac, voilà. Regardez, on était sorti donc de ce canal, de ce canal haussier. On avait même été rejeté. C'est là où beaucoup de gens disaient c'est bon les gars, altizone, altizone, altizone. Moi je vous disais tout à fait possible qu'on réintègre ce range comme ce qu'on avait eu en fait sur le cycle précédent. Hein. On avait cassé à la baisse l'augmentation de la dominance du Bitcoin. On était venu casser à la baisse et en fait à la fin d'année, on est venu le réintégrer, voire même de casser le précédent plus haut avec une mèche, d'accord. Et là, bah, finalement, c'était un peu ce qui s'est passé si j'augmente un tout petit peu. Voilà. Regardez, on était venu, hop, on a été rejeté. Donc, on se disait zone de support qui devient une zone de résistance. Là, ici, tout le monde disait alt-season, alt-season, alt-season. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça a augmenté. On a eu une mèche de capitulation sur les alts pour le moment avec la dominance du Bitcoin qui est montée quand même jusqu'à 64%.
Et moi, ce que je vous disais, c'est qu'avec les retracements de Fibo et notamment les différents niveaux qu'on vous a présentés depuis un certain temps sur la chaîne, il est tout à fait possible, si on continue en fait cette tendance sur le marché, bah, qu'on continue en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'on soit bearish en fait sur la dominance du Bitcoin. Et pour moi, le scénario le plus probable dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra comment ça va se passer. Évidemment, ça reste un scénario, mais c'est qu'on continue en fait graduellement cette dominance pour aller taper cette zone de résistance ici qui peut-être deviendra une zone de support. Donc pour moi, avant de peut-être avoir après un reversal sur la dominance. Moi, je pense que ce qui est le plus probable pour l'instant, tant qu'on n'a pas un vrai retournement de marché, hein, pour l'instant, le Bitcoin reste extrêmement fort, bah, c'est qu'on ait une continuation en fait, de la tendance comme ça qui évolue avec, pourquoi pas, venir transformer en zone de support ici les 66 et pourquoi pas venir les toucher. On verra après si ça continuera, d'accord. Et moi, je pense pas qu'on ait atteint le top pour l'instant, en tout cas sur la dominance du Bitcoin. Si par contre on l'a atteint, bah, évidemment c'est très positif pour les alts. Si on ne l'a pas atteint, évidemment il est tout à fait possible que les alts continuent encore de sous-performer. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas avoir certains alts qui performent en dollars, ni même en Bitcoin, mais globalement, c'est pas dans des périodes comme ça où on a une surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est par rapport à la dominance. Pourquoi il y en a beaucoup qui crient en fait à un peu à la continuation de la baisse sur le Bitcoin et sur le marché crypto, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de zone de support sur le Bitcoin là. Si vous regardez bien, hein, là je me suis mis donc c'est le Bitcoin face au dollar en hebdo et là vous voyez que donc il y a eu vraiment des très 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 grosses mèches. D'ailleurs là le corps de la bougie a pas mal augmenté depuis la news de Trump, mais il y a eu un moment donné en fait on est remonté à 95 000 sur le Bitcoin. Et donc, on avait une mèche qui était énorme. Là, depuis, ça a corrigé avec le buy the rumor, celle de news. Et ce qui explique aussi que dans des périodes en fait où de toute façon le marché veut pas augmenter parce qu'il y a une volonté de la part des participants à continuer la tendance dans laquelle on s'inscrit, vous avez beau avoir toutes les meilleures news possibles, y compris Trump qui explique sa volonté à mettre en réserve stratégique certaines cryptos, bah, finalement on se rend compte que ça fait un peu un effet mousse, quoi. Donc là, quels sont les différents supports qu'on peut avoir en fait, mis à part les supports à 75 000 par exemple, entre 75 et 72 000 pour le Bitcoin, il n'y a pas vraiment de gros supports en fait, hein, si vous regardez bien. Hein. Voilà, hein. Là, on en a entre 70 et 75, ouais, 74, 75 000. Et tant qu'on n'a pas en fait réussi à créer une nouvelle zone de support ici, bah, en fait, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher des points beaucoup plus bas. D'accord. Malgré le fait qu'on ait des bougies comme ça de capitulation. Donc, on verra un petit peu ce qui va se passer, mais il est tout à fait possible d'avoir encore un mouvement sur le Bitcoin qui puisse descendre jusqu'à 16-17% encore pour aller toucher les points là que j'ai évoqués ici. Il est tout à fait possible aussi, même si ce n'est pas le scénario que je privilégie, qu'on ait une structure là avec un support qui se met en place ici, avec une latéralisation encore pendant un certain temps, comme ce qu'on a eu là. Hein. On a eu une latéralisation sur le Bitcoin qui a duré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et ensuite on est venu le casser à la baisse. Bon, on verra ce qui se passera par la suite, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un arrêt de la continuation de la tendance. Et là, si vous regardez bien, il n'y a pas vraiment de zones de support qui ont déjà été mises en place. La prochaine zone de support sur Bitcoin, en tout cas, elle est située ici. Sur Ether, si je me mets hop, là en logarithmique, donc je me suis mis, donc c'est l'Ether par rapport au dollar en weekly, donc en hebdo. Je vous avais tracé ici le triangle de compression avec le bull flag en fait sur l'Ether. D'accord. Et on voit bah, qu'on était toujours en train de latéraliser entre les deux avec la fameuse zone des 4 000 $ sur l'Ether. Et puis bah, là, la tendance haussière qu'on a depuis le début en fait de ce bull run. C'est une zone de support qui est vraiment très significative parce qu'elle a été tenue depuis le début de ce cycle. Évidemment, on est venu la tester avec des bougies, etc. Si ça casse, là, on peut aller chercher plus bas. D'accord, hein. Si ça casse, évidemment, là, on peut se poser la question sur l'Ether. Si je me mets, hop, ici, on a des zones de support sur les terres, par exemple, entre je crois que j'avais donné les infos sur Twitter, mais entre 1700 et 1500 $, c'est la prochaine zone de support significative sur les terres. Donc, faudra voir. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur d'un arrêt, en fait, d'un arrêt de la tendance de fond qu'on a. Et pour l'instant, c'est pas propice aux actifs risqués. Pour l'instant, sur les terres, on reste toujours dans ce canal haussier, mais il n'y a pas de signe avant-coureur d'une cassure ni à la hausse ni à la baisse
pour l'instant de cette tendance-là. Si ça casse à la baisse et qu'on part à la baisse, notamment sur les 2100, 2000 dollars sur l'Ether, c'est quand même un niveau très significatif. Là, ça pue et là, on peut aller chercher des niveaux bien plus bas. Donc, aller chercher, je sais pas, les ouais, entre 1700, 1600, 1500 dollars. Et là, je pense qu'on serait sur un scénario de max pain, vraiment de douleur maximale sur les alts par rapport au Bitcoin. Et pourquoi pas, du coup, après, à partir de ce moment-là, vraiment un réversal et un changement de tendance au profit des alts. Ce que je voulais vous montrer aussi sur la partie Ether, et ça faisait partie des posts que j'ai présentés dernièrement sur Twitter, c'est que en général, on dit que la crypto, c'est un actif risqué et que c'est en lien énormément avec ce qui se passe sur l'économie, notamment sur le marché action. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est principalement lié aux politiques monétaires. Quand il y a de l'impression monétaire et des taux bas, bah, c'est énormément, euh, ça facilite énormément les ajouts de liquidité sur des actifs risqués comme les actions et également aussi les cryptos. Et quand on est dans des politiques de restriction monétaire, restriction des liquidités et qu'il n'y a pas d'impression monétaire, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. En général, le Bitcoin, c'est vu comme un actif aussi risqué pour la plupart des investisseurs, mais dans la crypto, c'est l'actif le moins risqué et le plus conservateur dans la tête des investisseurs qui sont dans la crypto. Donc, ce qu'on remarque quand même jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une vraie demande pour le Bitcoin parce que aussi c'est peut-être plus simple à marketer et que à défaut d'avoir des nouvelles liquidités, puisque pour l'instant on n'a pas vraiment d'ajout de nouvelles liquidités, on a même une dilution de cette liquidité avec un nombre, une démultiplication du nombre de projets disponibles en crypto. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, on avait entre, je sais pas, 300, 400 000 projets qui étaient sur le marché. Là, dernièrement, ce qu'on avait présenté avec Mickaël et Théo, on était à 37 millions de projets qui avaient été lancés. Évidemment, tous ne sont pas liquides et tous ne peuvent pas être tradés, mais en fait, il n'y a pas eu un ajout de liquidité avec des taux qui restent quand même malgré ça hauts par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Et donc, évidemment, ça, c'est pas synonyme d'une volonté de prise de risque. Il n'y a pas une véritable appétence de la part des institutionnels et des particuliers pour vraiment prendre des risques sur le marché crypto. Il y a quelques DJ qui vont s'amuser à faire des trucs sur Solana, sur PumpFun ou ce que vous voulez. D'ailleurs, ça s'est pas mal calmé, même sur les agents IA et de partout ailleurs. Et vraiment, pour moi, le proxy qui nous permet de voir la volonté et l'appétence des investisseurs pour partir sur une alt season ou non, c'est ce que va faire en fait l'Ether. On a besoin d'avoir des belles performances sur le Bitcoin et sur l'Ether pour obtenir des belles perfs après sur la partie altcoin. C'est pour ça qu'on a une dominance qui augmente aussi, etc. etc. Et pour l'instant, on le voit, sur les ETF, il n'y a pas une volonté extrême d'accumuler des Ethers comme ce qu'on a eu sur Bitcoin. On voit que l'ajout des liquidités, elle n'est pas extrêmement pertinente non plus pour le moment. Il y a même une dilution des liquidités. Et on est toujours sur une politique de restriction, euh, des liquidités, d'accord, ce qu'on appelle le quantitative tightening en anglais. Donc là, je vous mets un petit graphique qui représente globalement le début et la fin de la politique de quantitative tightening sur les cycles précédents et maintenant par rapport au cours de l'Ether. Et ce qu'on remarque, là, je vous ai mis une flèche en rouge, c'est qu'au moment où il y a eu en fait la fin et l'arrêt de la politique donc de restriction des liquidités, c'est à partir de ce moment-là en fait où on a une continuation de la baisse du cours de l'Ether. Donc là, à partir de ce moment-là, en fait, on a dit, bah, on arrête de restreindre les liquidités et on va commencer à imprimer un petit peu d'argent. On voit que ça n'a pas eu un impact immédiat, d'accord, c'est tout ce qui est lié aussi à la dissémination un petit peu et la dilution de ces liquidités dans l'économie. Ça ne se fait pas de manière immédiate. C'est un peu les problématiques avec l'effet cantillon. J'en avais beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Donc, on a un arrêt des restrictions monétaires et ensuite, on a la mise en place de la planche à billets. Ça a été le cas du coup sur 2019 et ça s'est accéléré après avec mars 2020 avec le Covid. Regardez, là, on était clairement avec le quoi qu'il en coûte, tout le monde à la maison, mais on imprime, on imprime, on imprime. Sauf que dès l'arrêt du quantitative tightening, on a une continuation de la baisse malgré le fait qu'on ait eu une augmentation des liquidités, comme vous le voyez ici. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, à partir de quelques mois, quand même après, 3-4 mois après, où ça a commencé à se disséminer dans l'économie et dans les actifs risqués, qu'on a eu une véritable augmentation et qu'on a eu une continuation de l'impression monétaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez, après, l'Ether a énormément performé. On a atteint un top juste ici
au niveau des politiques monétaires, forcément, parce qu'à un moment donné, bah, ils ont fait le bilan, hein, la Fed a fait le bilan, ça partait en sucette à tous les niveaux, notamment l'inflation et tout. Donc là, ils ont commencé à dire, les gars, c'est bon, on va arrêter d'imprimer, on va faire attention au niveau d'inflation, on va restreindre les politiques monétaires et on va rentrer en politique de quantitative tightening. Et là, jusqu'à présent, bah, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on a eu quelques injections de liquidités, mais globalement, on est quand même sur une tendance baissière et un resserrement des liquidités depuis le début de ce cycle, en fait. Et on voit que ça n'a pas été du tout favorable aux actifs vraiment risqués comme l'Ether, les altcoins de manière générale. Ça a été un petit peu favorable à Bitcoin, mais on a quand même besoin d'un ajout de liquidité et d'impression monétaire pour moi pour aller péter vraiment sur des niveaux super importants. Jérôme Powell avait fait, lors de son dernier meeting, des annonces en disant que sans doute qu'il continuerait de baisser les taux sur 2025 et surtout peut-être qu'il mettrait fin à la politique de quantitative tightening, donc de restriction budgétaire et restriction des liquidités, notamment d'ici juin 2025. Il y en a qui disent que ça pourrait être le cas même avant, s'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie et qui a besoin de desserrer un petit peu les boulons, parce que si le taux de chômage augmente, si certaines entreprises font faillite et tout, bah, il y a un moment donné où, évidemment, il y aura peut-être un intérêt d'ouvrir un petit peu les vannes. Par contre, attention, la fin de la restriction des liquidités, la fin du quantitative tightening, ne veut pas forcément dire début du quantitative easing et de l'impression monétaire. D'accord. L'arrêt de l'un ne veut pas forcément dire le démarrage de l'autre et vice-versa. Par contre, évidemment, si on regarde ce qu'on a connu par le passé, quand on a eu une fin du quantitative tightening, bah, ça a été, on a eu encore une petite baisse, une latéralisation sur beaucoup de projets. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où on a atteint en fait un point bas sur la paire Ether-Bitcoin. Vous regarderez, hein, la fin du quantitative tightening, c'est pile le moment où on avait atteint le point bas en fait sur la paire Ether-Bitcoin. Et à partir de ce moment-là, bah, on est reparti après sur des précédents plus hauts et on a eu un bull run super important. Là, ça décale un peu en fait parce qu'on se pose la question, on se dit normalement on est sur des cycles de 4 ans. Là, s'ils arrêtent la fin, enfin ils mettent fin au quantitative tightening sur juin et qu'on reste toujours sur une dynamique de 4 ans, ça veut dire qu'il resterait à peine 6 mois pour le bull run. Ou est-ce que bah, du coup on mettrait fin un petit peu à cette politique de 4 ans et on se dirait, bah, est-ce que ça continuerait sur 2026 ou peut-être qu'on a déjà eu un top. Il y a aussi une catégorie des personnes qui expliquent que finalement, on a eu un top plus tôt et on n'avait jamais eu des performances aussi importantes sur le Bitcoin sur des périodes de pré-halving. D'accord. On avait dépassé l'ATH sur une période de pré-halving d'ici en mars 2024. Donc à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à décompter en disant, bah voilà, on a eu un dépassement du top. Même si pour moi, c'est pas vraiment un dépassement, ça a été, si on compte les bougies, c'est discutable. Mais si on compte le top à partir de ce moment-là, bah en fait, selon ces personnes, on serait en fait déjà on aurait déjà eu le meilleur du cycle et là, on partirait en fait sur la partie bear market. Moi, ce que je pense, c'est que vu qu'on a eu un top plus tôt et qu'on a eu en général des latéralisations qui ont duré plus longtemps que prévu, forcément pour compenser, on est sur une sorte de translation de cycle. Et que là où avant, on avait eu des très belles performances, par exemple sur le premier trimestre de 2021, etc., parce qu'on avait déjà des taux bas, une impression monétaire et il y avait déjà un arrêt de la restriction, des restrictions des liquidités, bah, finalement, le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Donc tout ça, évidemment, ça a un impact sur le marché crypto et donc peut-être une translation de cycle. Là où on avait eu une augmentation entre janvier et mars 2024 avec l'arrivée des ETF, on n'avait jamais eu une performance aussi importante sur le Bitcoin sur une période de pré-halving. On l'a payé après avec une latéralisation pendant plus de 8 mois, ce qui n'avait encore jamais été le cas dans toute l'histoire de la crypto. Et là, moi, je pense que c'est un peu pareil. Je pense que du coup, on a besoin de latéraliser beaucoup plus et peut-être d'avoir des performances plus tard dans le cycle. D'accord. Moi, je reste toujours pas, je fais toujours partie des personnes qui pensent qu'il y aura des très belles perfs qui arriveront sur ce cycle, y compris sur les terres, y compris sur les alts. Mais peut-être qu'on a encore besoin d'avoir une baisse, peut-être encore avoir besoin de faire peur à un maximum de personnes. Et regardez ce que font les gros. Je ne vais pas revenir dessus, mais regardez ce que font les gros. Ceux qui perdent principalement et qui vendent, c'est les retail, ceux qui sont venus il y a quelques semaines, quelques mois, et ceux qui achètent à tour de bras globalement sur les derniers mois, dernières semaines, voire même derniers jours aussi, c'est les plus gros. Voilà, il n'y a jamais eu autant de baleines sur Bitcoin, il n'y a jamais eu d'aussi grosses baleines sur l'Ether. Et quand je parle de baleines sur l'Ether, c'est des personnes qui détiennent plus de 10 000 Ethers, voire plus de 100 000 Ethers aussi, ce qu'on appelle les big whales. Donc là, c'est vraiment des entités qui détiennent 100 000 Ethers ou plus. Il n'y en a jamais eu autant depuis l'arrivée en fait de ce cycle.
Si on regarde là, la dominance de l'Ether en pourcentage en weekly, alors si j'enlève juste ça, hop, là on est sur un niveau quand même significatif en termes de support, d'accord? C'est ce que je vous avais tracé, on est sur les 9,37. Si ça ne tient pas, l'autre zone, c'est les 9%. Et si ça ne tient pas, là par contre, c'est directement les 7. Si par contre, là, on ne tient pas en pourcentage de dominance sur l'Ether là-dessus, là, ça pue. Voilà. Là, et qu'on vient clôturer, parce que c'est toujours pareil, on peut regarder en weekly, on peut avoir des mèches, il faudrait regarder en mensuel aussi pour se faire une vraie idée. Mais pour l'instant, bah, tant qu'on n'a pas une fin des restrictions des liquidités, en fait, et qu'on n'a pas des nouvelles liquidités qui arrivent et qu'on n'a pas non plus une dominance du Bitcoin qui baisse, on n'a pas une volonté et une appétence des investisseurs pour prendre des risques. Donc, évidemment, les alts ne performent pas bien. Là, je vous ai mis le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc, bah, là, rien de nouveau, hein. On est toujours dans une parabole négative et clairement pas avec une volonté, je pense, d'avoir un support là-dessus. Donc, on verra. Là, pareil, je vous avais tracé cette zone de support. Alors, j'aime bien tracer des zones et pas juste que des niveaux. Moi, j'aimerais bien que ça tienne. Là, on est à 0,025. J'aimerais bien que ça tienne au 0,022, d'accord? Éventuellement, si on ne tient pas là, bah, il y a une autre zone de support au 0,0211. Et là, si ça tient pas, c'est 0,01 1,77. Si par contre, là, on tient pas et qu'on clôture avec tout ce que je vous ai dit, là, ça pue. D'après le scénario que j'évoque depuis tout à l'heure, si demain, on a eu de la dominance du Bitcoin qui vient taper les 66, que l'Ether sorte son canal, qui vient taper les 1500, 1600, 1700 dollars, et que la paire Ether-Bitcoin vient taper déjà les 0,021, voire la borne la plus basse, 0,0117. Là, on est sur des niveaux historiques pour en accumuler si vraiment on croit au truc, hein. Là, ça sera presque les niveaux, ça passe ou ça casse. Si je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux politiques de restriction monétaire, je vous avais dit que là, on est sur la paire Ether par rapport à Bitcoin. On voit bien que à partir du moment où il y a eu l'arrêt, la fin du quantitative tightening, on voit qu'on était au point le plus bas sur la paire Ether-Bitcoin. Allez, c'est quand même fou, hein. C'est chirurgical le truc, hein. Au moment où on avait atteint le plus bas, on était sur le plus bas, enfin, à partir du moment où on a eu l'arrêt du quantitative tightening, juste ici, on était au niveau le plus intéressant pour pouvoir acheter de l'Ether pour surperformer le Bitcoin. D'accord? Ensuite, ça a augmenté, puis ensuite, on a eu une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Là, depuis, regardez, on a eu que des baisses là en termes de liquidité, que des restrictions des liquidités, que des restrictions monétaires. Et là, regardez, forcément, bah, la paire Bitcoin-Ether, ça fait que baisser. À partir du moment où on a peut-être une fin en juin de la politique de, de quantitative tightening, bah, sans doute qu'on aura atteint un point bas sur l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. Si on suit ce qui se passe par le passé, parce que ça reste que des pronostics, hein, il est tout à fait possible qu'on n'ait pas atteint le point bas sur la paire Ether-Bitcoin. En acheter aujourd'hui, si on a une vision sur les prochaines années et qu'on pense que le cycle n'est pas terminé, je pense que ça peut être intéressant d'en acheter. Si par contre on se dit, bah, et si l'histoire nous renseigne quand même sur quelque chose, c'est que peut-être qu'on n'a pas atteint un point bas parce que bah, on a peut-être besoin d'un arrêt de ces politiques de restriction monétaire pour atteindre un point bas sur la paire Ether-Bitcoin. Et peut-être qu'à partir du moment où on a atteint un point bas sur la paire Ether-Bitcoin, bah, c'est justement à partir de ce moment-là où on a un vrai réversal, un vrai retournement de marché et une continuation de la tendance et une surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin. Là, c'est un peu ce qui est présenté ici. Je vais enlever ça. Hop, je vais me mettre en linéaire pour vous montrer un petit peu plus ce graphique. Je vous l'ai présenté depuis un certain temps maintenant. Alors, on peut toujours s'amuser à tracer des courbes comme on veut pour que ça rentre dans notre narratif aussi, hein, les gars. Vous savez que je suis pas forcément un très très gros défenseur de l'analyse technique et tout. Bon. Ça reste un outil intéressant, mais il ne faut pas se baser que sur ça non plus. Là, je vous ai mis le chart en hebdo Other, donc c'est les alts par rapport au Bitcoin. Et on voit qu'on est sur une zone de support depuis novembre 2025 avec à chaque fois, si vous aviez acheté par le passé, depuis quand même 2025, si vous avez acheté cette zone de support, vous étiez sur des niveaux super intéressants par rapport aux alts, par rapport au Bitcoin en fait. Et là, on est en train clairement de s'amuser, de venir titiller cette zone. Voilà. Donc il y en a pour qui ça fait quand même pas mal peur parce que on a eu des mèches qui vont chercher un peu plus bas, puis ensuite c'est racheté, puis ensuite ça redescend et ça remonte, etc. Et là, on est en train vraiment de venir vraiment consolider et tester cette zone-là. Si ça casse, bah, c'est un support quand même historique depuis 2015. Donc là, évidemment, il va falloir se poser des questions sur la pertinence de
de ce graphique-là. Si par contre, vous pensez que bah, le bottom, en fait, a déjà eu lieu sur les alts par rapport au Bitcoin parce qu'ils ont dérouillé, mais comme ils n'ont jamais dérouillé depuis le début de la crypto, là, depuis le début de ce cycle, bah, a priori, en acheter là, ça reste des performances, ça vous offre des probabilités de performance et de gains qui sont quand même super intéressantes. Et si on suit le canal haussier qu'on a depuis le départ, là, si on regarde les performances et la surperformance des alts par rapport au Bitcoin, on va rechercher une surperformance globale de presque 351%. Donc là, peut-être une baisse, je ne sais pas, 20-30% supplémentaire pour aller chercher du 300-400% à la hausse de surperformance par rapport au Bitcoin. Bon, le ratio risque-rendement, chacun se fera son idée, mais ça reste peut-être des niveaux intéressants. Ensuite, ce que je voulais vous présenter là, si je dézoome un tout petit peu, c'est le scénario du Max Pain, vraiment l'un des pires scénarios qu'on peut entrevoir sur le marché si on a ce que j'explique depuis le départ, une augmentation de la dominance du Bitcoin, un Ether qui casse son canal, son triangle de compression et tout ce qui s'ensuit. On peut très bien aller chercher un point bas, d'accord, sur les alts. Donc là, j'ai mis le Total 3 en excluant l'USDT, l'USDC par rapport au Bitcoin, d'accord. Donc en gros, c'est la crypto en excluant le Bitcoin, l'Ether et les plus gros stablecoins par rapport au Bitcoin. Et on voit que bah, depuis la politique de restriction monétaire, en fait, on est sur un canal baissier depuis le départ. Alors des moments, il y a des soubresauts, des moments, il y a des augmentations. Mais la plupart des alts, en fait, on est sur une période où c'est pas du tout favorable aux alts. Et là où on a eu la fin, en fait, de la politique de taux, c'est là où on avait atteint, en fait, un support à ce moment-là. La fin de la restriction monétaire et la fin de la restriction budgétaire. Et là, on voit que on est quand même sur des niveaux, regardez, hein, des niveaux quand même assez bas par rapport à ce qu'on a connu par le passé, mais il est tout à fait possible. Moi, le scénario Max Pain que je vois, la pire douleur qu'on pourrait avoir, c'est si du coup le Bitcoin passe à 66% de dominance, reprend de la vigueur et que l'Ether casse son canal à la baisse et vient chercher les 1500 $ par exemple. Là, évidemment, les alts vont prendre un sacré coup. Pourquoi pas encore une baisse de 20-30%, tout à fait possible. Et ça, c'est un scénario à avoir en tête. Après, il y en a qui disent qu'au final, on est sur un canal baissier, parce que là, c'est le scénario où en fait, je fais une zone de support horizontale. Il est tout à fait possible qu'on trace un canal baissier et qu'au final, la zone de support, elle soit bien, bien, bien plus basse. D'accord. Bon, voilà. Moi, c'est pas le scénario que je privilégie. Je pense que déjà, le scénario le plus probable, si on n'a pas de reversement de situation et si on n'a pas la fin du quantitative tightening le plus tôt possible, si on attend d'ici juin, je vois pas pourquoi on aurait des belles perfs sur les alts avant juin. Voilà. Je vois pas pourquoi ça serait le cas. Donc, tout à fait possible qu'on ait encore une continuation de la tendance là-dessus. Et après, au niveau des zones de résistance et de support qu'on peut voir sur le total market cap, alors là, c'est en excluant le Bitcoin par rapport au dollar en weekly. Là, il y a cette zone-là, d'accord, que je vous avais tracée entre les 980 et 932 milliards à peu près. Sinon, il y a celle-ci, à peu près les 800 milliards, d'accord, de market cap, en excluant le Bitcoin par rapport au dollar, sans que ça remette en cause la tendance haussière qu'on a quand même depuis le départ sur le marché crypto. Parce que là, regardez, on est toujours sur un canal haussier. On fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Si par contre, on vient clôturer en dessous de ces points-là, alors ça laisse de la marge, hein, on est d'accord, hein, ça laisse de la marge hein, par rapport à aujourd'hui. Si on vient clôturer, ouais, c'est encore du 30%. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, 20-30%. Mais si on vient clôturer, on peut avoir des mèches, mais si on vient clôturer en hebdo et en mensuel en dessous, c'est là où ça peut faire très mal parce que là, ça remettrait en cause toute la tendance haussière. Et c'est pour ça qu'on a besoin, je pense, d'avoir un rallye qui soit positif, ou en tout cas une augmentation intéressante et importante, je pense, sur le mois de mars, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indicateurs qu'on appelle des lagging indicators. Hein. La plupart des indicateurs techniques qu'on a, que ce soit le RSI, le MACD ou ce que vous voulez, c'est des indicateurs qui sont en retard par rapport au marché. En fait, ils vont analyser ce qu'il y a eu par le passé. On a des infos, mais c'est toujours en retard. Le seul indicateur technique qui n'a pas de retard, c'est le prix. D'accord. Mais si vous regardez un petit peu, j'en avais parlé sur le live précédent, si vous regardez le MACD et puis le RSI en mensuel sur Bitcoin, on a quand même des divergences qui se cachent notamment sur le RSI et puis on va peut-être avoir un croisement là, pour le MACD pour avoir un vrai signal négatif si on n'a pas des belles perfs sur le mois de mars. Donc ça aussi, évidemment, ça pose à interrogation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça reste des points de vigilance à avoir. Là, si on exclut, donc si on prend le market cap en excluant le Bitcoin et l'Ether, évidemment, là, on est toujours sur la tendance haussière. D'accord. On a des grosses mèches de capitulation et ce que vous voulez.
on a plusieurs zones de support que je vous ai tracées, hein, que vous voyez à l'écran, avec la target la plus basse que je vois à 500 milliards. Évidemment, je ne pense pas qu'on va atteindre ces niveaux-là. Tout à fait possible qu'on vienne chercher la borne un petit peu plus basse par rapport à là, parce que pour l'instant, on n'a pas de support là, hein, pas vraiment de support. Donc tout à fait possible, soit on s'arrête là et il y a encore 9-10% de correction, soit si ça ne tient pas, c'est ici, d'accord. Et si ça ne tient pas, on peut encore descendre 30%. Voilà. Ça, c'est le pire des scénarios que j'entrevois pour rester toujours dans la catégorie bull run. Et c'est peut-être un biais aussi qu'on a tous, hein, de penser. Il y a ceux qui vont avoir le biais en disant c'est pourri, c'est la fin. Et puis ceux qui vont penser que ça va être forcément continuation de la tendance. Moi, aujourd'hui, tout ce que je vois, il n'y a aucun indicateur technique, on-chain, macro, ce que vous voulez, qui me fait dire qu'on est sur une fin de cycle. Voilà. Il n'y a aucun indicateur qui a marqué un top de marché. Donc bref, chacun se fera son idée sur le sujet. Mais on reste toujours dans le scénario où on peut aller chercher des bandes de support plus basses et que tant qu'on n'a pas vraiment la fin des restrictions monétaires, hein, que j'ai dit tout à l'heure, hein, la fin des restrictions des liquidités, on a beau avoir toutes les news qu'il faut, tant qu'il n'y a pas un ajout de liquidité, en fait, c'est compliqué. On avait aussi pas mal parlé avec Théo, où on vous suivait la M2 Money Supply, la globale M2 Money Supply. On en reparlera peut-être vendredi, mais bon, là pour l'instant, rien de nouveau. Là où en fait ça a le plus dérouillé, c'est la partie market cap en excluant le top 10. En fait, le top 10 a quand même été pas mal résilient au vu des circonstances de marché. Là où on a eu des grosses dérouillées, en fait, c'est sur les autres alts. Tout ce qui est exclu du top 10 par rapport au dollar. Donc là, on voit que la correction qu'on a eue depuis Trump, en fait, hein, on a eu une correction sur les alts globalement, si on prend les mèches, de près de 51%. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même fou. Et là, il y a une zone de support que je vous ai tracée ici. Sinon, après, si ça ne tient pas, c'est entre les 195 et les 180 milliards, d'accord, de market cap. Si par contre, là, ça ne tient pas, là, c'est toute la tendance qui est remise éventuellement en cause. Donc, vous ferez votre propre idée sur le sujet, hein, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Moi, en tout cas, mon scénario aujourd'hui le plus probable, c'est que je ne vois pas pourquoi on aurait un retournement immédiat sur le marché crypto. On peut avoir un rallye ou peut-être une poussée d'air, une poussée d'oxygène sur le mois de mars, et ça serait nécessaire pour éviter qu'il y ait d'autres indicateurs techniques qui flashent au rouge. Ça serait positif pour le marché crypto. Et je ne vois pas une surperformance globale des alts durable, c'est important, hein, vraiment durable, sur les prochaines semaines, prochains mois tout de suite, si on n'a pas un changement des politiques monétaires. Voilà. Et surtout qu'on reste sur une dominance du Bitcoin qui est super élevée. Parce qu'après, on peut se poser la question. On peut se dire, je vais arrêter de partager mon écran, on peut très bien se dire, est-ce que demain, on peut avoir une alt season si on reste toujours sur une politique de quantitative tightening et qu'on n'a pas d'impression monétaire? Pour l'instant, on ne l'a jamais eu dans toute l'histoire de la crypto. Est-ce que si on a juste une augmentation de la dominance et ensuite une baisse de la dominance et une rotation du Bitcoin sur les alts, est-ce qu'on peut avoir une alt season? Moi, je pense que oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir une belle alt season si on n'a pas une baisse de taux et un ajout de liquidité, en fait? Voilà, un ajout de liquidité, donc une impression monétaire est favorable aux actifs risqués comme les actions, la crypto, etc. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Pour moi, dans les deux cas, et c'est un peu le scénario que j'ai en tête aujourd'hui, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'avoir dans les deux cas une augmentation sur les alts, mais en fait, ça va dépendre. Tout ça, ça va jouer en fait sur l'amplitude du pump. Si vous avez une politique de restriction monétaire, quantitative tightening, pas d'impression, pas d'ajout de nouvelles liquidités, et pourquoi pas, pas du tout une augmentation, une baisse de taux, d'accord? Pas d'ajout de nouvelles liquidités, mais qu'on a quand même une dominance du Bitcoin qui baisse. Il y aura forcément une partie de ces liquidités qui va aller sur les alts, mais sur une partie restreinte d'alts, parce qu'on a quand même beaucoup plus d'alts qu'avant. Donc, c'est là où il va falloir être ultra sélectif sur les projets qu'on a en portefeuille. Et c'est pour ça qu'on partage ça aussi avec Mickaël dans le programme d'accompagnement. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos. Mais si on a tous les voyants qui se mettent au vert, c'est-à-dire la fin des restrictions monétaires, baisse de taux, impression monétaire, ça ne va pas se faire immédiatement. Mais là, par contre, ça serait extrêmement positif. Et en plus de ça, la baisse de la dominance du Bitcoin, évidemment, ça, pour moi, ça serait extrêmement positif. Il y en a qui disent que cette fois-ci aussi, il n'y aurait pas de baisse de la dominance du Bitcoin. C'est possible, hein. Ça, j'y crois pas du tout, hein, par contre. C'est-à-dire que quand il y a suffisamment de profit qui a été fait sur le Bitcoin, qu'il n'y ait pas derrière une volonté de la part des investisseurs à aller chercher plus de rendement, plus de risques et tout, avec les cascades de liquidité comme on a connu sur tous les cycles en crypto. Il y en a qui disent que cette fois-ci, ça ne se fera pas
parce qu'il y a les ETF, parce qu'il y a plein de trucs. Ça peut être des raisons, mais il y a quand même une grosse partie des liquidités qui sont on-chain, en fait, qui sont pas que, sur ce qu'on a sur les ETF, d'accord? Et moi, j'y crois pas à ce scénario de se dire qu'en fait, la dominance du bitcoin va pas baisser, elle va toujours rester haute ou voire même qu'elle baisserait pour aller sur des stablecoins, mais pas du tout sur des alts. Ça pareil, j'y crois pas. Je pense qu'elle baissera la dominance dans tous les cas et que si elle baisse, elle ira dans des alts très spécifiques parce que forcément, il y a eu une dilution du nombre d'offres disponibles et pas forcément un ajout, global de nouvelles liquidités. Voire une liquidité fractionnée parce que forcément aussi, il y a une partie de l'argent qui a été utilisé pour investir via les ETF et il n'y a pas des cascades de liquidités comme ce qu'on peut avoir sur la crypto, quoi. A priori, si tu as investi sur un ETF Bitcoin, tu pourras peut-être pas utiliser cet argent-là, à part si tu vends, tu récupères en fiat et tu vas sur Kraken, tu fais ton truc et après tu investis sur d'autres alts. Mais a priori, les cascades de liquidité sur tout ce qui est hors ETF, c'est quand même assez difficile. Donc, bon, voilà un petit peu le scénario que j'ai aujourd'hui. Après, évidemment, entre les deux, bah, il y a deux écoles, quoi. Il y a ceux qui vont te dire c'est le cycle est terminé parce qu'ils ont compté le top en mars sur Bitcoin, ils ont commencé à décompter à partir de ce moment-là parce qu'il y a eu une petite mèche qui a un petit peu dépassé le précédent plus haut. Et franchement, pour moi, ça, c'est plutôt un faux signal qu'autre chose. Donc, il y en a qui ont compté le cycle à partir de ce moment-là. Moi, je suis vraiment parti de la deuxième école qui pense que, bah, au final, il y a des latéralisations, il y a des périodes de consolidation qui sont plus longues. Et je vois pas pourquoi on aurait encore des gros qui accumuleraient dans des périodes comme ça sur, sur des périodes comme qu'on connaît aujourd'hui, en fait. En général, quand on est sur des fins de cycle, c'est les gros qui vendent et les petits qui achètent. Voilà, aujourd'hui, on voit complètement l'inverse et ça, pour moi, c'est pas signe d'un top de marché et d'autant plus qu'il y a vraiment, j'insiste là-dessus, hein, parce que c'est vraiment super important, il y a aucun indicateur qu'on suit, il y en a plus d'une soixantaine, on-chain, fondamentaux, économiques, empiriques ou ce que vous voulez, il y en a aucun qui a flashé un top de marché. Aucun. Alors, il est possible hein, que ce soit un top. Et là, dans ce cas-là, ça serait ce qu'on appelle un Black Swan aussi, hein, encore une fois. Tout est possible. Mais quand même. Là, aujourd'hui, moi, ce que je vois, ça crie à l'opportunité. Puis c'est comme tout, hein, il y en aura ceux qui diront c'est la fin, c'est pourri, ça sert à rien. Et en général, c'est ceux qui se sont fait rincer, qui maîtrisent pas le truc et qui ont investi n'importe comment et qui n'acceptent aucune part de responsabilité sur ce qu'il y a dedans. Et pour moi, il y a une volonté à ce que ces gens-là dégagent. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont capables d'avoir une vision un peu plus long terme, qui se disent bah ok, ça baisse, je continue d'accumuler, surtout si tu as une vision long terme, que tu maîtrises ton risque. Et voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc après, chacun se fera son idée sur le sujet.